Bonsoir à vous, monsieur André Gandillon. Bonsoir Florian. Bonsoir Monsieur Gandillon. Bonsoir Jean, et c'est un plaisir de vous retrouver. Ah bah oui, pour notre nouvel entretien de l'actualité. De mars 2020. Et donc pour ce mois-ci, on aimerait traiter du sujet de Erdogan et de la Turquie en général. Et comme nous le faisons à notre habitude, évidemment, on va parler de toute l'histoire de ce pays pour voir comment on a pu en arriver là, entre guillemets. Et justement, en commençant un peu par l'histoire du pays, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, la Turquie, telle qu'elle existe aujourd'hui, est inévitablement l'héritière d'une longue histoire qui a au moins 7 siècles d'existence, sinon plus, c'est-à-dire au moins l'Empire ottoman. L'Empire ottoman. Alors, effectivement, l'Empire ottoman n'est pas né de rien. Il est né déjà d'une vieille lutte qui existe entre le monde européen, qui est devenu chrétien à partir du 5e, 6e siècle, et le monde oriental, qui dans l'Antiquité était le monde perse contre la Grèce, puis après est devenu le monde musulman, et qui s'est traduit dès le 6e siècle d'une lutte entre l'Empire byzantin, l'Empire romain d'Orient, et l'Empire califal omeyyade, puis abbasside. Avec des influences indo-asiatiques Le Constantinople a été assiégé pour la première fois en 678-680 par le calife Mouavia, qui était un calife omeyyade. Bon, le siège a été repoussé par le feu grégeois, par les Byzantins. Les Byzantins progressivement ont reconquis l'Asie mineure. Ils ont remporté une grande victoire à Ekroinon en 752, que je considère comme étant un parallèle, un équivalent de la victoire de Poitiers en 732 en Occident. Puis à travers moult péripéties, au XIe siècle, l'Empire byzantin avait réussi à repousser les frontières du monde européen dans le Caucase et aux limites de l'Irak actuel. La seule chose, c'est que, pour des raisons que je ne vais pas développer ici, mais qui sont des problèmes de décadence interne que l'on pourrait développer, parce que c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui, d'affaiblissement du sens de l'effort, de la coupure de la société entre une classe dirigeante qui ne pensait qu'à ses intérêts face à un peuple qui était méprisé et qui finalement s'est désolidarisé de ce qu'on pouvait appeler les élites d'alors. On peut faire un parallèle, oui. On peut faire un parallèle, s'est trouvé fragilisé et a subi de plein fouet la poussée de peuples vigoureux, qui étaient les peuples turcs. Et cela s'est traduit en 1071 à Manzikert. Manzikert que personne ne connaît dans notre histoire, mais qui est une date, un nom fondamental à connaître, en 1071, une date extrêmement importante, par laquelle l'empereur romain Diogène, Romain IV, a été battu par les troupes du sultan turc Alparslan, qui ont fait que toute l'Asie mineure a été perdue par les Byzantins. À partir de là, toute l'Asie mineure, donc ce que la Turquie actuelle, est passée aux mains des Turcs, qui ont établi différents sultanats. Il y a eu effectivement des périodes de reconquête à l'époque des Comnènes. Bon, je ne vais pas entrer dans l'histoire totale de l'Empire byzantin parce que c'est quelque chose... si vous prenez... les gens que ça intéresse peuvent trouver toujours des livres dans les que sais-je, ou l'histoire de Strogovski concernant l'histoire de l'Empire byzantin. Mais progressivement, il est arrivé une chose, c'est que toute l'Asie mineure était perdue. L'Empire byzantin se résumait à une frange de la mer Égée, à la région de Constantinople, à la Grèce, à quelques rivages bulgares, et le reste du pays était occupé par les Turcs. Et dans la vallée de la Sakarya, aujourd'hui, du Sangarios, sous le nom grec, aujourd'hui la Sakarya, c'est-à-dire dans la région de Brousse, c'est-à-dire, c'est dans le nord-ouest de la péninsule anatolienne. Un petit émirat s'est installé, un petit sultanat s'est installé, celui des Osmanlis. C'est très proche d'Ankara. C'est beaucoup plus proche de Constantinople que d'Ankara. C'est à 200 km de Constantinople et à 400 km d'Ankara à peu près.
Et là, les Osmanlis ont commencé à se développer à la tête de chefs remarquables. Et progressivement, s'est développé l'Empire ottoman qui, comme un cancer, a rongé ce qui restait de l'Empire byzantin. Alors là encore, une leçon pour notre époque. Les Byzantins étaient tout contents de trouver parmi les Turcs des mercenaires militaires, des paysans qu'ils pouvaient utiliser pour cultiver leurs terres pour pas cher, des soldats qu'ils pouvaient utiliser pour les servir dans leurs querelles intestines, à ceci près que ceux qui étaient considérés comme des esclaves et des serviteurs ont fini par prendre le pouvoir. Et évidemment, il devait arriver ce qui est arrivé en 1453. Constantinople est tombé aux mains des successeurs d'Osman. En 350 ans. Et voilà, en 300 ans. Quoi. C'est une leçon d'histoire, ça, oui. Voilà, en gros, on fixe le début des Osmanlis, donc des Ottomans 1280, 82, 1453, ils occupaient Constantinople. Et à partir de là, ils ont poursuivi toute leur expansion à travers l'Europe, ce que les Ottomans appellent la Roumélie, du nom de Roumi, les Romains. C'est l'origine du mot. C'est comme ça qu'ils nous voient. Hein. Mais bien sûr, on est des Roumis. Mais oui, mais on est des Roumis. Mais tout simplement pourquoi ? Parce qu'on est descendants de Romains et qu'en tant que descendants de Romains, on est des chrétiens. Que les gens chez nous ne croient plus à rien, ne se disent non, je suis plus chrétien, je sais plus ce que ça veut dire. Pour ces gens-là qui ont conservé au moins qui ont ce bon sens, eh bien pour eux, on est des héritiers du christianisme, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, et puis... tout comme Kadhafi, qui en parlant de l'Europe, disait l'État croisé, il en parlait un peu comme un opposant, un ennemi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, en fait, vous savez, le latin était obligatoire, enfin... Non, à l'époque, c'était le grec, on était... surtout pour le côté byzantin. Il y a eu une période... Je vais passer cette horreur du sac de Constantinople en 1204 par les Vénitiens à la 4e croisade, qui crée toujours un fossé énorme entre nous et les chrétiens d'Orient, les chrétiens orthodoxes. Bon, ça, je ne sais pas comment, à terme, on peut expliquer tout ça, mais ça, c'est quelque chose de terrible. Et on pourrait dire que les querelles qui sont faites aujourd'hui à la Russie sont en gros les héritières de ce conflit. De ces conflits de l'époque, cette incompréhension entre le poumon occidental de l'Europe et puis le poumon oriental. Bon, ça c'est quelque chose qu'il faut mettre à plat, mais vaste sujet. C'est encore un autre sujet puisque nous en sommes à l'histoire de la Turquie. Restons en Turquie. Donc les Turcs, ils ont dominé jusqu'au port d'Alger d'ailleurs. Mais les Ottomans ont étendu leur autorité jusqu'en Europe centrale. Ils ont occupé la Hongrie. Oui. Il y a eu 2 sièges de Vienne, 1529, 1683. De l'autre côté, ils sont allés occuper toute la côte sud méditerranéenne avec la Libye, avec l'Algérie. Par contre, ils n'ont pas pu aller au Maroc parce que le Maroc est un État qui a toujours été indépendant avec son propre calife. Aujourd'hui, le roi du Maroc est commandant des croyants. C'est un territoire. Mais le Maroc était si on peut dire, le seul pays musulman, disons, de la zone méditerranéenne, qui est passé, disons, quasiment, pour la population, du paganisme à l'islam. Dans l'ensemble, l'islam s'est étendu sur des populations christianisées qu'ils ont islamisées. Là, sauf le nord de la Mauritanie tingitane, c'est-à-dire ce qui a été un temps le Maroc espagnol, la région de Tanger, de Ksar el-Kébir, là au nord. Le Rif, quoi. Le Rif, oui. Et encore, les montagnes Griffes n'étaient pas christianisées. En gros, le Maroc est passé du paganisme au christianisme. Donc, le Maroc à la religion musulmane. À la religion musulmane, oui, alors je m'excuse. Mon lapsus. Non, mais oui. Et, le Maroc a toujours été, disons, un pays musulman avec son calife qui était commandeur des croyants, et surtout à partir du moment où la dynastie alaouite a pris le pouvoir au XIIIe siècle, parce qu'avant, on va pas passer toute... Ça nous éloigne du sujet principal. Du sujet principal. Donc, il y a eu cette expansion de la famille des Osmanlis, donc des Ottomans, qui sont étendus donc jusqu'à Vienne, qui sont étendus sur Alger, donc sur les côtes algériennes, qui se sont étendus aussi en Arabie, dans le golfe Persique,
qui ont occupé la Mésopotamie, donc autrement dit l'Irak actuel. Et je rappelle que la frontière qui existe aujourd'hui entre l'Irak et l'Iran est la frontière décidée par le traité de Kasr-e-Shirin au XVIIe siècle entre l'Empire ottoman et l'Empire perse. C'est fait vite. Ah oui, toutes les grandes monarchies du Golfe étaient Non, encore mais des bédouins éleveurs C'est de une, chameaux, quoi. c'est une frontière qui n'a pas bougé. En gros, voilà, bon, ce sont pour planter le décor. Bon, à partir du dernier siège de Vienne, 1683, où les Ottomans ont été défaits grâce notamment à l'intervention des Polonais de Jean Sobieski, la marée ottomane, si l'on peut dire, a reflué. Alors, la Hongrie a été délivrée assez rapidement. Ensuite, C'est avant la bataille de Lépante, c'est ça? Ah non, c'est bien après. La C'est bataille bien de après. Lépante, c'est 1571, la bataille de Lépante. Charles Quint, ouais. Oui, c'était même plus, c'était Philippe II et c'était Maximilien, l'empereur du Saint-Empire romain. Et là, donc, nous sommes en 1683 et en 1699, vous avez la paix de Karlowitz qui, en gros, acte la délivrance de la Hongrie, c'est-à-dire l'évacuation des Ottomans de Hongrie, bien qu'il y eut à l'époque des magnats hongrois qui se fussent alliés avec les Ottomans, tout simplement pour des questions d'intérêts féodaux personnels. Mais donc, nous passons les siècles et nous en arrivons aux années 1878, avec le traité de Berlin, où à ce moment-là, où bien finalement l'Empire ottoman a évacué l'ensemble de l'Europe. La Bosnie-Herzégovine a été donnée en protectorat, si on peut dire, pour être administrée par l'Autriche-Hongrie. La Bulgarie est devenue indépendante. La Roumanie, qui avait déjà acquis son autonomie en 1866, est devenue indépendante. C'est devenu le royaume de Roumanie, c'était la Moldavie-Valachie. Et il ne restait pour l'Empire ottoman en Europe que la région de Salonique, l'Albanie, enfin en gros la Macédoine, l'Asie mineure, et puis toutes les terres de Syrie et d'Arabie. Une grande partie de l'Algérie aussi. Non, l'Algérie avait été perdue en 1830. 1830. Ah oui, alors Les Français sont arrivés derrière. il restait quand même l'Égypte avait obtenu véritablement son indépendance à cette époque-là, même si pendant longtemps, après la prise du pouvoir de Métali dans les années 1830, il y avait une vague relation de suzeraineté entre ou de vassalité de l'Égypte par rapport à la Sublime Porte, donc au sultan de Constantinople, au sultan calife de Constantinople. Mais enfin, en gros, l'Empire ottoman était extrêmement détruit. La guerre de 14 arrive là-dessus. Non, déjà les guerres balkaniques 1912-1913 font que la Turquie perd toutes ses parties d'Europe, à l'exception d'une partie de la Thrace orientale, c'est-à-dire en gros la banlieue de Constantinople. Bon. Et c'est à cause des guerres balkaniques de la deuxième guerre balkanique de 1913 qu'elle a pu récupérer la ville d'Andrinople, la ville d'Adrien, l'empereur Adrien, fondée par l'empereur Adrien en 117 plutôt, et qui est connue aujourd'hui comme la ville d'Edirne, sur les bords de la Maritsa. Et donc la guerre de 14 arrive, et finalement l'Empire ottoman perd toutes les provinces qu'il avait en Orient, c'est-à-dire la Mésopotamie, l'Arabie. J'ai oublié de dire qu'en 1912, il avait aussi perdu la Libye, parce que, au profit de l'Italie. Et donc, à ce moment-là, eh bien, que se passe-t-il? Il y a un peuplement turc réduit à la Thrace orientale, donc la banlieue de Constantinople, 50-60 km de Constantinople, et toute l'Asie mineure. Et vous avez un général d'une valeur extraordinaire, qui est Kemal Atatürk, Kemal Pacha, qui s'était déjà illustré dans l'affaire des Dardanelles, qui avait repoussé les Anglais, qui était un général de très grande valeur, qui finalement a réussi, par nationalisme, à sauver l'Empire turc. Et en le transformant en Turquie, c'est-à-dire, Atatürk avait compris une chose,
c'est que la Turquie, pourquoi l'Empire ottoman s'était-il effondré? Il l'avait compris en même temps que les jeunes Turcs. L'Empire ottoman s'était effondré en grande partie parce que l'islam avait une vision conservatrice des choses et bloquait toute évolution. Et que pour s'en sortir, il fallait en gros s'inspirer de tout le savoir des Occidentaux pour l'intégrer à la Turquie, à l'homme turc, à la spécificité turque, au génie turc, pour que, à terme, la Turquie puisse reprendre le dessus et reprendre sa revanche de tout ce qu'elle avait perdu pendant les 2 siècles précédents, 1920. Et redevenir une civilisation. Oui, et en même temps, pour permettre... Alors, évidemment, Atatürk savait très bien lui-même qu'il ne le verrait pas, mais créer les conditions pour qu'il y ait une matrice nationale turque qui se régénère, qui se développe et qui prenne la revanche des défaites de l'Empire ottoman au cours des siècles écoulés. Mais d'où la laïcisation un peu du régime à ce moment-là aussi. D'où la laïcisation du régime et la mise de l'islam à l'écart, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous avez eu un code civil qui a été inspiré du code civil napoléonien. Et l'islam devenant une religion, n'étant plus, disons, l'inspiratrice de la vie civile. De la vie civile, puisque l'islam était une idéologie politico-religieuse. Vous savez que dans le... Là, il y a une séparation de la mosquée et de l'État. Une séparation de la mosquée et de l'État, et même, on pourrait dire, une inféodation à l'époque de la mosquée à l'État par l'intermédiaire du ministère des cultes qu'on appelle le dinayet. Ce faisant, de même qu'en France, lorsqu'on a instauré leur république maçonnique et judaïsante... On a proclamé la séparation de l'Église et de l'État. Le fond de la population, qu'on le veuille ou non, eh bien, était héritier des Celtes, de la civilisation gréco-romaine, et restait chrétienne. Il ne faut pas oublier qu'en France, l'essentiel des missionnaires européens partis en Afrique et en Asie, c'était des Français. Ils l'ont fait contre la population. Donc le régime instauré en France est un régime qui s'est imposé à la population française comme un chancre sur la population française et l'histoire française. Bon. Et on en subit encore les conséquences aujourd'hui, mais avec les métastases que ça entraîne. Oui. Bon, mais l'Empire ottoman, la Turquie d'Atatürk, la République turque, eh bien elle-même, tout en étant laïque, restait une population musulmane. Alors, il y avait des gens qui rejetaient, qui étaient athées, qui étaient autres, mais le fond culturel, le fond spirituel restait l'islam. Et dans les communautés, surtout dans les campagnes et autres, l'islam restait un liant extrêmement important dans la population turque, un ferment de spiritualité et un ferment d'identité. Donc ils ne pouvaient pas lâcher une laïcité débauchée contre en fait une tradition rurale. Ça n'a pas tout à fait le même sens chez eux, on peut dire. C'est la même chose un peu que chez nous. Si, quand même, ça ressemble, mais ça n'a pas supprimé aussi efficacement. Alors, effectivement, il y a eu une turcisation de l'islam. Oui, c'est ce que j'allais vous demander, on peut parler d'un radicalisation, comme on dit à la mode. Alors, un islam turc, effectivement, en 1928, par exemple, on a obligé les imams à dire la prière en turc et non pas en arabe. Ouais, ça c'est une nouveauté que le monde arabe accepte difficilement. Voilà. Et il fallait faire un serment, il fallait faire le sermon au nom de la République turque. Évidemment, parce que le vendredi, lorsque les imams font la prière, ils la font au nom du calife, normalement. Bon, comme nous, le dimanche, le prêtre, il récite la prière en communion avec le pape. Et là, eh bien, il faisait le sermon au nom de la République turque. Donc, il y avait effectivement de ce côté-là une... Alors donc, le fait d'Atatürk, c'était de tenir la religion à l'écart des affaires temporelles, pour permettre à la Turquie d'intégrer la population turque, d'intégrer, disons, tous les acquis, tous les savoirs, toute la technologie, toute la richesse, enfin, disons, les avantages de la pensée occidentale, tout en laissant la population à l'islam. Alors, il faut dire une chose quand même là-dessus, c'est que, en gros, ils ont voulu attraper la rationalité européenne, mais en la détachant de sa racine vivante qui était le christianisme. Ils ont pris tout ce qu'il y avait de mauvais et ils ont laissé ce qu'il y avait de bon. Non, oui et non, le rationalisme n'existe pas dans l'islam. Mais le rationalisme n'existe pas. Donc, toutes ces choses-là ont très bien fonctionné, si l'on peut dire, ont très bien fonctionné, oui, pendant des années, des décennies, mais il n'empêche que progressivement,
la population restait musulmane et continuait à développer sa pensée musulmane. Alors, il se passe une chose, c'est que tout cela ne s'est pas fait de manière homogène. C'est que la population turque, contrairement à ce que l'école turque peut enseigner, il n'y a pas un peuple turc unique. Oui, c'est l'Asie mineure un peu mélangée, quoi. Voilà. La population turque d'aujourd'hui est une population qui est en partie constituée de descendants de populations européennes, anciennement christianisées. Pour ce qui est à l'ouest du pays. Tout ce qui est à l'ouest du pays. Et qui donc sont des d'ailleurs... blancs, on pourrait dire, oui. Des blancs, oui, des Européens islamisés en quelque sorte. Et de l'autre côté, des Turcs, des Turcomans, et qui sont véritablement tournés plus vers l'Orient, vers l'Orient et vers l'islam oriental. Ce qui fait que, en gros, la population kémaliste est plutôt constituée plutôt de descendants d'Européens islamisés, et ce qu'on appelle les Turcs blancs d'ailleurs. Ouais. Et de l'autre côté, les Turcs noirs. Et les Turcs noirs, les Karaturkis, les Turcs noirs. Avec, parmi les Turcs blancs, une particularité quand même, les Alévis. Alors, les Alévis sont une minorité quand même assez importante, je crois. C'est difficile à chiffrer, peut-être 10, 15, 20 millions d'habitants, je donne une fourchette, qui eux sont certes des musulmans, mais de curieux musulmans qui pratiquent une sorte de syncrétisme musulman, spiritualisant l'islam, enfin, en gros, c'est une sorte de variante de ce qui donne en Syrie les Alaouites. Et ce sont des gens extrêmement persécutés, évidemment, par les frères musulmans, par l'islam sunnite traditionnel. Et ce sont tous ces gens-là qui constituent les Turcs blancs et le côté, comment peut-on dire, occidental de la Turquie. Puis donc, le souci avec les Kurdes, il se fait aussi à l'intérieur de leurs frontières. Alors, les Kurdes, c'est encore autre chose. Alors, les Kurdes sont un problème extrêmement complexe. Chez les Kurdes, qui ne se considèrent pas comme Turcs, à raison d'ailleurs, puisque bon, ils sont kurdes, ils ont leur langue, le kourmanji, ils ont différents dialectes et autres, différents parlers. Les Turcs, les Kurdes, il y en a une petite minorité qui est chrétienne, il y a une grande majorité qui est musulmane, il y a un fond aussi d'animisme, il y a ils ont encore des païens. Il y a des athées, beaucoup, il y a des laïcs. Le monde kurde est un monde extrêmement complexe, dirigé en tribus, et je ne veux absolument pas me lancer dans cette affaire, d'autant plus que je sais que même les spécialistes s'y perdent eux-mêmes. Oui, tout à fait. Donc, mais il n'empêche qu'il y a toute une entité kurde à l'est de la Turquie, au-delà de Diyarbakir, l'ancienne Théodosiopolis des Grecs, et effectivement, ça ne fait pas bon ménage avec le turc, si on peut dire. C'est un anti-contrôle, quoi. Voilà. Et il faut bien dire aussi une chose, c'est que tous ces Turcs blancs qui sont d'ascendance européenne se sont installés en Turquie à partir du moment où l'Empire ottoman, surtout après la guerre de Crimée, 1856, a adopté le Hati Humayun, c'est-à-dire donc un décret du sultan supprimant la charia, c'est-à-dire la hiérarchisation communautaire. C'est extrêmement important. Ah bah oui. On nous dit toujours que l'islam est tolérant, vous voyez, il accepte des chrétiens, des juifs, des autres, oui, il accepte très bien, mais à une condition. C'est qui paye. C'est qu'il y ait une hiérarchisation communautaire qui fait que, évidemment, ceux qui ne sont pas musulmans payent un impôt pour rester chrétiens, rester juifs, et qu'en même temps, ils ont un statut, disons, inférieur. Ils ne peuvent pas accéder à certains postes. À l'origine, avec le statut d'Omar, ils devaient porter un habit distinctif, accepter des vexations. Enfin, c'est bon. Mais il y avait une hiérarchisation communautaire qui permettait cette présence sur un même territoire de différentes communautés. Oui, ce qu'ils appellent de la stigmatisation aujourd'hui, en France, enfin, ce qu'on appelle stigmatiser les gens. Et puis cette politique aussi, on peut dire libérale ou laïciste, c'est propagé encore après-guerre. D'ailleurs, ils ne sont pas tout de suite revenus à l'islam. Alors, justement, donc je termine sur ce point. À ce moment-là, on a supprimé cette hiérarchisation communautaire. Donc, quel droit appliquer ? Le droit de la majorité, c'est le droit musulman. Mais
Le droit musulman, évidemment, il a été amodié en tenant compte des principes européens, puisque la Turquie regardait toujours vers l'Europe à l'époque, pour les raisons dont j'ai parlé tout à l'heure à propos d'Atatürk. Et progressivement, on a fait un espèce de code civil turc ottoman qui était quelque chose de tout à fait bancal, parce qu'il y avait des dispositions, disons, d'origine européenne, donc chrétienne, qui étaient appliquées à des musulmans qui avaient du mal à les accepter. Il y avait un code en grande partie inspiré de l'islam qui était imposé aux chrétiens, ça ne marchait pas. Donc, vous en arrivez à ce moment-là, eh bien on est arrivé à une chose, si on ne peut pas y avoir une hiérarchisation des communautés, on a une séparation. Et la séparation s'est traduite par une séparation territoriale, c'est que vous avez des populations chrétiennes, il y a eu un échange de populations. Et essentiellement, vous avez beaucoup de populations musulmanes qui vivaient en Roumélie, c'est-à-dire dans la partie européenne de l'Empire ottoman, qui sont partis en Anatolie. D'ailleurs, dans la région de Sinope et de Trébizonde, vous avez beaucoup de descendants de Bulgares qui, je ne sais pas s'il existe encore, mais qui parlaient un turc dialectal fortement imprégné de mots slaves. D'accord. Pour la simple raison qu'on a échangé. Bon, le dernier échange de population important qui a eu lieu, c'est en 1922-24, lorsque les Turcs qui vivaient en Europe ont été évacués vers la Turquie d'Atatürk, et que les Grecs vivant en Anatolie, surtout après l'incendie de Smyrne, ont émigré en Grèce. Vous avez eu aussi de même que les Pontios tout autour de la mer Noire qui sont partis, mais ça c'est encore une autre histoire qui est très importante pour les gens qui les ont vécus. C'est en gros les pieds noirs de la chrétienté en Orient, si on peut employer une expression pour faire comprendre la similitude. Et donc il faut bien voir que la Turquie est un pays qui n'a rien d'homogène racialement, ethniquement, et même si culturellement tout le monde s'y retrouve, il y a les racines qui remontent toujours, vous savez. Donc la Turquie d'aujourd'hui est un pays qui n'a pas l'unité qu'on veut bien présenter, mais seulement il y a toujours à la tête si on peut dire le mythe fondateur turc, qui fait que, revisité par Atatürk, par Kemal Pacha, qui fait que la Turquie est le successeur de l'Empire ottoman, et qu'elle a, dans ce cadre, nécessairement à assumer cet héritage. Alors effectivement, depuis 1923-24 jusqu'à nos jours, eh bien, il a fallu, quand vous êtes assommé, vous êtes abattu, il faut donc que vous pensiez vous plaît, que vous vous redressiez, que vous preniez conscience, que vous rétablissiez vos forces. C'est ce qui s'est passé sous Atatürk, c'est ce qui s'est passé sous son successeur İsmet İnönü, qui était un général. Et puis, à travers toute la période de démocratie qu'il y a eu dans les années, nous allons reparler d'ailleurs, mais je brosse vite le tableau, entre les années 45-50 et 1990-2000, vous avez eu, disons, progressivement le réveil de l'identité turque et l'identité musulmane turque. Et aujourd'hui, en quelque sorte, on pourrait dire naturellement, vous avez au pouvoir Recep Tayyip Erdogan, qui renoue avec les traditions de l'histoire turque, avec la tradition turque, avec le passé turc, et qui naturellement veut rétablir en quelque sorte à terme l'Empire ottoman, sachant qu'il a en face de lui des dirigeants européens qui sont de la médiocrité la plus crasse, qui sont des lavettes, qui sont des traîtres, qui ne méritent même pas d'exister, et qui à la limite devraient être rayés de tous les dictionnaires ultérieurs. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Donc Erdogan, qui est un homme d'une grande intelligence, peut-être imprudent dans certains cas, nous y reviendrons, mais qui est un homme d'une grande intelligence, qui connaît son histoire, qui a une vision de l'histoire, eh bien c'est très bien où il veut aller, et il profite du dynamisme démographique de la Turquie, du fait que le peuple turc, nonobstant les amodiations que j'ai faites tout à l'heure,
croit en son avenir, en son mythe et en son bon droit, peut se dire que face à une Europe affaiblie, à une Europe en pleine décadence, des peuples européens qui ne croient plus à rien, qui sont trahis par des dirigeants, qui sont des pourrimentaux, qui sont des dégénérés, eh bien il se dit, mais tout est devant moi, d'autant plus que vous avez vous avez des communautés turques qui sont installées un petit peu partout dans toute l'Europe. L'Allemagne en premier lieu, d'ailleurs. Et c'est pas Merkel qui va arrêter quoi que ce soit. Bon, non. Alors il faudrait même dire, alors peut-être que je me place dans les pensées d'Erdogan, mais peut-être que je me trompe peut-être pas. Pour un musulman, avoir affaire à une femme comme chef d'État, comme interlocutrice, ça tient pas la route. Excusez-moi l'expression vulgaire, mais ça ne tient pas la route. Hein? Bon. Je vais pas lui en faire le reproche. Puis en plus, ils ont une démographie qui est peut-être pas énormissime, mais par rapport à l'Europe... J'ai vérifié, oui, ils sont à peu près... En gros, c'est à égal de proportion avec la France. Alors, la Turquie aujourd'hui... 83 millions de personnes. Arrive, oui, mais elle arrive surtout... Non, sur la démographie. La démographie, elle arrive à renouveler, la Turquie arrive à renouveler ses générations. Et même plus que de les renouveler, elle peut les accroître. On accepte dans des conditions que c'est le renouvellement, c'est 2,1 enfants par femme. En Turquie, on en est à 2,3, 2,4. Alors certes... Sans compter l'immigration extra-européenne qu'il y a chez nous et tout ça... Et chez nous, on est, par exemple, en Allemagne, un 3, un 4, en France, un 7, un 8, mais sans compter les 2,3, 2,5 de tous les Sahéliennes qui viennent s'installer chez nous. Donc, on se moque de nous de A à Z. En Espagne, c'est 1,2, 1,3. Et surtout, avec la vermine espagnole qui est au pouvoir et tout le reste, toute la pourriture humaine. Excusez-moi, mais je dis c'est de la pourriture. Il faut employer les mots qui conviennent. Eh bien, ils bloquent la situation. Donc, ce sont des gens qui nous détruisent. Eh bien, les Turcs ont un bel avenir. Alors, il y a une chose en plus. C'est que à l'est, ils se reproduisent plus qu'à l'ouest. Et justement, en Turquie, il faut voir qu'il y a à l'intérieur de la Turquie un basculement démographique qui se produit. C'est-à-dire que les Turcs blancs adoptent finalement une démographie certes supérieure à celle de l'Europe, mais qui tente à diminuer fortement. Tandis que la partie anatolienne, ce qu'on appelle les Turcs noirs, c'est-à-dire ceux qui sont tournés vers l'Orient, ont des démographies de 2,3, 2,7, 2,8 extrêmement importantes. Et progressivement, il se produit à l'intérieur de la Turquie un basculement démographique en faveur de personnes qui regardent moins vers l'Europe, vers la laïcisation, que vers l'islam traditionnel. Donc, à terme, si rien ne change, eh bien, la Turquie est en train de redevenir, si on veut dire, la matrice du développement de l'islam face à l'Europe. Wow. Et c'est extrêmement important, et c'est extrêmement grave pour nous, en ce sens que, en Europe, plus personne ne croit à rien. Tout le monde foule le christianisme aux pieds, peut-être même à commencer par l'occupant du Vatican actuel. Ah oui, non, mais on pourra faire un sujet sur ce monsieur habillé de blanc. Pourquoi pas, ça pourrait te faire le sujet. Mais qui trouve limite. Alors, je ne veux pas mettre en cause sa foi, mais à mon avis, c'est une foi dévoyée. Je ne veux pas mettre en cause l'honnêteté du personnage. La question n'est pas là. Mais c'est quelqu'un qui a une foi dévoyée. Bon. Mais la foi dévoyée, ça remonte au modernisme, ça remonte à acté par Vatican. Enfin, on peut aller très loin. Et d'ailleurs, même vous avez des gens qui ont été, je fais une incise, mais qui ont été des acteurs de Vatican II qui se sont rendus compte du caractère effrayant de ce qu'ils avaient fait. C'est par exemple Joseph Ratzinger, Benoît XVI, qui aujourd'hui essaye par tous les moyens de dire mais qu'est-ce que j'ai fait? Il faut rattraper les choses. Bon, la providence divine étant là, l'Église vaincra, mais dans quelles conditions et à quel prix? Cela dit, vous avez un peuple, le peuple turc, qui a sa foi, qui croit en son avenir, qui a sa force, et de l'autre côté, un monde complètement démobilisé, passif, qui ne croit à rien, qui ne fait plus d'enfants, qui dénigre ses traditions. Ça va de pair, d'ailleurs, tout ça, souvent. Ça va de pair, évidemment, parce que pour faire des enfants, il faut avoir au moins la foi en son avenir. Il faut avoir un minimum d'espérance. Il faut avoir un minimum d'espérance. Et eh bien, effectivement, Erdogan, devant lui, se dit, mais j'ai une chance formidable. J'ai actuellement
Alors, en gros, je vais dire 2 millions de Turcs, si c'est pas 3 millions en Allemagne. Vous en avez en Suède, vous en avez 200-300 000 en Suède. Vous en avez plus de 100 000 au Danemark. Alors, au Danemark, mais rapporté à la population, ça représente des proportions importantes. Énorme. Vous en avez en Angleterre, enfin au Royaume-Uni. Vous en avez 400 000 en France. Et encore, je suis là encore à citer des chiffres officiels, mais je suis là largement. Ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il suffit que vous alliez vous promener à Strasbourg, je peux vous assurer les statistiques. que moi j'ai bien connu. Aussi, j'ai bien connu Strasbourg dans les années 70 et j'y suis retourné récemment. Je peux vous dire que pour les Alsaciens qui connaissent la rue du Mercus, qui est en face de la gare, il y avait une charcuterie alsacienne, la charcuterie Kirn. Il y a longtemps qu'elle a disparu. Et on trouvait une excellente charcuterie. Maintenant, il faut monter rue des Grandes Arcades. Et là, vous avez des kebabs, vous avez des boutiques orientales. Donc, mais pour Erdogan, mais même pas le sultan Soliman, même pas Selim II, même pas ses précédents n'aurait imaginé, n'aurait espéré qu'à Hambourg il y ait des Turcs, une communauté turque, qu'à Copenhague il y en ait, qu'à Stockholm il y en ait. Donc, c'est une force extraordinaire. Donc, à partir de là, eh bien, ils n'ont aucune difficulté, Erdogan n'a aucune difficulté à imaginer que ce sont, disons, des postes avancés qui vont lui permettre progressivement de développer l'islamisation et la turcisation de l'Europe. Et Erdogan, qui doit connaître son histoire, bon, je ne suis pas dans son intimité, mais je pense qu'il connaît son histoire. Un minimum pour avoir une telle vision. Par hasard. À la différence de nos énarques qui... Oui, eux, ils n'ont aucune vision. Qui ne connaissent rien. Malheureusement, je peux vous dire, pour avoir fréquenté Sciences Po, même s'il y a 40 ans, pour vous dire que l'histoire, c'est pas le truc. On n'a aucune vision, on n'a aucune vision historique. Aujourd'hui encore pire qu'à 40 ans. Non, à l'époque, on commençait, pendant les années 76, on commençait l'étude de l'histoire au moment de la guerre de sécession. C'est comme s'il n'y avait rien eu avant. Oui, c'est ça. Oui. Bon. Et bien Erdogan, qui connaît son histoire, sait très bien la manière dont les Turcomans, les Osmanlis ont avancé. Bien, ils envoyaient des soldats. Ils envoyaient des paysans, bien souvent, à la demande des féodaux chrétiens, des féodaux byzantins, qui avaient besoin de gens pour cultiver leurs terres. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Qui avaient besoin de gardes, qui avaient besoin de soldats. Mais alors, de la manière la plus piteuse qui soit, parce que comme vous avez des empereurs byzantins, comme Jean Cantacuzène, Jean VI, qui avait fait appel aux troupes turques pour l'aider dans ses combats contre un autre concurrent, et qui les avait fait passer en trace. Ils avaient fait passer le Bosphore, en pensant qu'un jour, ils repartiraient une fois qu'ils les auraient payés. Ils sont jamais repartis. Et tout est comme ça. Et Erdogan, qui connaît son histoire, sait très bien que par cercle concentrique de population progressivement, eh bien, il a des points d'implantation, il place ses pions, et qu'à terme, il se dit, moi je ne le verrai peut-être pas, mais à terme, ces Européens sont tellement pourris, tellement dégénérés, c'est ce que disait d'ailleurs son mentor Erbakan, les Européens sont dans une pourriture effroyable. Mais oui, Erbakan avait très bien tient le même discours pour le coup. Oui, mais non, mais à partir du moment où vous êtes réaliste, on tient le même discours. C'est vrai. Il n'y a qu'une seule réalité. Par exemple, il défend un pays qui n'est pas le nôtre, mais par contre, la manière d'être patriote est tout à fait universelle. On va dire ça comme ça. La manière d'être patriote, mais évidemment. Et donc, tout simplement, il se dit que l'Europe est un fruit pourri qui va tôt ou tard quitter. Il disait ça, la démocratie c'est un bus, on descend à la station qu'on veut. Ah là, c'est encore autre chose. Mais ça, la démocratie, alors là on pourra en parler longtemps, il suffit de voir aujourd'hui, puisqu'on parle d'actuel, le 49.3, c'est le masque qui tombe sur l'imposture démocratique. Le peuple est contre et autres, on ne discute de rien, mais vous avez une minorité oligarchique qui décide de tout. Mais de toute façon, ils le paieront un jour. Mais ce sont des fissures, des fractures qui se créent dans la société à un moment ou un autre. Il ne voit jamais le boomerang revenir sur le Non, mais à un moment ou un autre, vous savez,
On vous fait crédit, vous savez, le bistrotier vous fait crédit à un moment, il vous présente l'ardoise. L'histoire, c'est pareil. Et là, le tout dernier fait d'actualité quand même avec Erdogan, c'est que il envoie, il a dit vous voulez du migrant, je vais vous en envoyer. Migrants djihadistes, sous-entendu. Oui, hein, c'est ça le phénomène d'actualité. C'est ça, mais ça, c'est le phénomène. Et bien justement, mais là, Erdogan profite parfaitement de la situation. Déjà, il a vu cet imbécile de Merkel qui en a accueilli je ne sais combien de millions en Allemagne, la larme à l'œil. Hein, les pauvres malheureux. Voilà, oui. Mais remarquez, il y en a 6 millions qui ont disparu entre 40 et 45. Pas les mêmes. Il fallait les remplacer. Pas les mêmes, il faut peut-être les remplacer par d'autres. Voilà. J'en sais rien. Ouais. Mais aujourd'hui, eh bien, Erdogan a très bien compris qu'il avait affaire à des faibles. À des faibles. Une quiche, quoi. Oui, à des clowns. Voilà. Ouais. Donc, il leur a dit, vous voulez pas m'aider contre les Syriens là-bas? Eh ben très bien, j'ouvre les frontières et vous allez vous les récupérer. Parce que le thème géopolitique, même moderne, on peut en parler. C'est vrai qu'Erdogan a un bon pied-à-terre au Moyen-Orient, dans toutes les guerres. Il s'oppose là aussi à la force américaine à chaque fois. La Syrie, l'Afrique. On reviendra tout à l'heure sur Erdogan. Mais là, effectivement, mais là, il continue sa poussée en envoyant des occupants. Et en plus, je parlais de tous ces migrants installés à Hambourg, en Finlande, en Suède, enfin disons, dans des positions où je disais tout à l'heure, un sultan ottoman n'aurait jamais imaginé qu'un jour il puisse y avoir des communautés. C'est ça, c'est qu'il ne faut pas confondre un apatride avec mais seulement un expatrié. Ouais. Mais seulement, tout près de la Turquie. Vous avez des communautés musulmanes solides, constituées, mais plus encore, enracinées. Vous avez les Albanais. Les Albanais, alors qui d'ailleurs à l'origine étaient chrétiens, puisque Georges Kastriotis est un des héros albanais qui justement a retardé pendant 40 ans l'invasion de l'Albanie par les Ottomans. Mais entre-temps, l'Albanie s'est en grande partie convertie à l'islam et a donné parmi les plus grands hommes d'État de l'Empire ottoman. Les Köprülü, ceux qui ont assiégé Vienne en 1683, c'est des Albanais. Mais Mehmet Ali, celui qui était un officier ottoman qui a occupé l'Égypte dans les années 1830, c'était un Albanais. Les frères Barberousse, les fameux pirates qui s'étaient installés à Alger, étaient des Albanais. Donc, ils ont ce foyer-là. Bosniaque aussi était européen. En Bosnie, vous avez ces descendants de Bogomil, c'est-à-dire ces hérétiques chrétiens qui s'étaient réfugiés dans les montagnes, qui se sont convertis tout heureux à l'islam pour échapper à l'emprise chrétienne, et qui aujourd'hui constituent le fondement de l'islam bosniaque. Vous avez, en Bulgarie, on en parle très peu, mais vous avez, sur les 9 et quelques millions d'habitants de la Bulgarie, vous avez 1 million de Turcs dans le massif des Rhodopes, qui constitue la zone frontalière entre la Thrace turque, la Bulgarie et la Grèce. Vous avez ce qu'on appelle les Pomadjis, c'est-à-dire ce sont ces Bulgares islamisés qui parlent slave, mais qui sont musulmans. Vous avez des poches d'islam en Macédoine. Bon, c'est 10 000 personnes par-ci, 10 000 personnes par-là, 5 000 par-ci. Vous avez plus de 200 000 musulmans dans la Thrace grecque, dans la région de Xanthi et Komotini. C'est-à-dire, si on a une carte dans la petite bande qui joint la région de Salonique à la Turquie. Bon. Donc Erdogan sait tout cela. Et Erdogan le sait d'autant mieux que lorsqu'il y a une campagne électorale à faire, lorsqu'il doit partir à l'étranger, eh bien, il va dans ces pays-là. Et il se présente, et il fait un discours en disant « Mais vous ne vous en faites pas, la Turquie ne vous oublie pas. » On peut interpréter son message en disant « Mais vous en faites pas, vous êtes aujourd'hui isolés là, mais bientôt nous allons revenir. » C'est ça. Et d'ailleurs, il reprochait, par exemple, aux Turcs d'origine, à certains d'entre eux de ne pas soutenir la Turquie ou de s'intégrer trop dans les pays. Alors ça, c'est en Allemagne. Mais là, on est dans les Balkans. En Allemagne, oui, je vais revenir. Mais là, on est dans les Balkans. Et dans les Balkans, il a fait un discours à Prizren. Prizren, qui est le cœur islamique, si on peut dire musulman, albanais et albanophone du Kosovo. D'ailleurs, la Ligue de Prizren, très ancienne, puisque c'est là qu'a pris naissance le nationalisme albanais au XIXe siècle.
il a dit « Je suis ici, je me sens ici, chez moi ». Et il a été applaudi. Donc, il sait très bien que lorsque la marée ottomane a reflué, elle a laissé des flaques d'islam un peu partout, des lacs islamiques un peu partout. C'est le Mare Nostrum à leur manière. Et progressivement, et alors maintenant en plus ils disposent d'îlots, de flaques, d'implants dans tout le reste de l'Europe. Et alors il se passe une chose quand même inouïe, c'est que Erdogan, chef de l'État turc, s'en va faire une campagne électorale pour ces élections directement en Allemagne, en disant aux Turcs, Votez pour moi. votez déjà pour mon parti, oui. mais surtout, si vous prenez la nationalité allemande, investissez les postes en Allemagne, mais surtout restez turcs, restez fidèles à la Turquie. Ça veut dire quoi? Eh bien, vous êtes des Turcs, vous infiltrez leurs institutions, vous profitez de leur naïveté, vous profitez de leur imbécilité, vous profitez de leur naïveté, vous prenez progressivement tous les postes, et puis un jour, vous les mettrez à la porte, vous les virerez, et un jour, l'Allemagne, deviendra une république ottomane. Pour ceux qui dorment encore, qui ne voient pas arriver les choses, on peut même signaler en France avec l'actualité le Yassine Bellatar, là, qui est face à Jean Messia du Front National, vous savez, cet Égyptien militaire. Oui. Alors lui dit « Je suis français, plus français que tous les Français ». Et l'autre, il lui dit tout de suite « T'as une tête de loukoum, t'as une tête de chameau ». Quoi. Et son discours à Yassine Bellatar est en réalité très racialiste, en fait. Oui, et c'est Yassine Bellatar qui a dit, si je ne me trompe pas, nous ne sommes pas dans une logique d'assimilation. Oui, aussi, voilà, il a refusé. Il a un peu un discours comme Erdogan, quoi. Mais, alors, soyons clairs. Soyons clairs, je ne vais pas reprocher à ces gens-là d'avoir ce discours. Parce qu'on peut avoir à peu près le même pour nous. Parce qu'ils sont ce qu'ils sont, ils sont fiers de ce qu'ils sont, et je ne vais pas leur reprocher. Je les respecte puisqu'ils sont fiers de ce qu'ils sont, et je ne vais pas en vouloir à des gens qui ne sont pas fiers qui sont droits dans leurs bottes. Ça ne se fait pas de jeter la pierre. Par contre, à tous nos dirigeants, tous ces gens-là, je vais dire, ce sont nos ennemis désignés. Ce sont les ennemis de la France, ce sont les ennemis du peuple français, ce sont des traîtres, ce sont des gens qu'il faut à tout prix faire disparaître du paysage politique. Ce sont des gens qu'il faut faire disparaître, qu'il faut éliminer de la paysage politique, qu'il faut les éliminer de toute administration. Eux, leurs séides et tous les idiots utiles qui les servent. Qui sont des bons à rien, des incultes, des philistins. Voilà. Il faut en finir avec ça. La République française est un régime de parasites. C'est ça. Et comme dirait Hegel, le concept se développe par opposition interne. C'est-à-dire que progressivement, le concept républicain, qui est un concept idéologique, universaliste, c'est-à-dire qu'il s'est implanté en France, on pourrait presque dire par hasard, se développe progressivement en développant son universalisme de telle manière que la France est simplement un territoire, un res nullius, qui permet d'accueillir n'importe qui, n'importe quoi, du moment qu'on se pose comme adepte de la liberté. Mais et aujourd'hui, le régime que nous avons aujourd'hui est un régime d'oppression du peuple français, en ce sens qu'il empêche les Français de défendre leur identité chrétienne, leur identité catholique, de défendre la race blanche, de défendre 1500 ans d'histoire, et à ce moment-là, on les qualifie de racistes. Et ça, c'est quelque chose qui est inacceptable. La République telle que nous la vivons aujourd'hui est la digne fille de Robespierre, qui disait le 5 février 1794 à la tribune de la Convention, la République, il parlait de révolution, mais c'était la République, c'est le despotisme de la liberté contre la tyrannie de l'ancienneté. Eh bien, je traduis aujourd'hui, la République, c'est tout simplement la tyrannie de tous ceux qui refusent aux gens d'exister par leur propre personnalité, leur propre tradition, et qu'ils qualifient simplement de tyrannie, tout simplement parce qu'ils veulent rester eux-mêmes. Nous en sommes là aujourd'hui, et le fameux livre de Vincent Payon, d'il y a quelques années, La Révolution française, la Révolution française n'est pas terminée, eh bien la Révolution française, non, la Révolution française est toujours en marche. Et là, je ne serais pas d'accord avec Solzhenitsyn, en ce sens qu'il disait, lorsqu'il était venu en Vendée,
vous avez eu la chance, vous avez eu un œuf thermidor. Nous, la révolution d'octobre, elle a duré jusqu'à 1991. Bien, je dirais non. Le 9 thermidor a simplement été d'arrêter les excès de la révolution. Mais les jalons étaient posés. Mais les jalons étaient posés parce que la révolution de 1789 a été une inversion satanique de la raison, de la rationalité. Et De Gaulle est un produit de ça. Parce que c'est-à-dire on a placé l'homme au centre du monde. C'est Protagoras, comme on le disait tout à l'heure avant de commencer notre entretien, l'homme est la mesure de toute chose. Eh bien, à partir de ce moment-là, alors que on ne peut plus rien faire puisque c'est l'homme qui décide de tout. Alors que dans la tradition, et la tradition musulmane, elle est là, c'est que l'homme est soumis à un ordre universel qu'il dépasse. Il obéit à un ordre, il obéit à une loi qui le cadre. Et c'est ça qui permet à l'islam d'être aujourd'hui plus fort qu'un monde européen complètement dégénéré, qui se croit maître de tout et qui n'est maître de rien et qui est esclave de lui-même. D'ailleurs, s'ils continuent de prendre beaucoup de place, nos dirigeants dans le monde entier, c'est uniquement parce qu'ils reposent sur tout un héritage qui n'a pas été mis totalement à la poubelle sur quelques décennies, quoi. Il a fallu plus longtemps. Ils reposent que sur ça, mais cet héritage commence à être complètement mort. Donc, et voilà. Soit on le réactive, soit on disparaît. Mais vous savez, pour reprendre l'Ancien Testament, l'histoire renaît toujours de ces petits restes. Et les petits restes sont encore assez nombreux en Europe. Et comme on a dominé le monde par le passé, il y a toujours cet orgueil qui peut se réveiller. Mais on a dominé le monde. Alors là, c'est pareil. On nous dit il faut se repentir. Non, non, il ne faut pas se repentir. Non, alors les autres peuvent porter des coups, tu sais, mais alors à ce moment-là, triomphe. Nous, non, c'est une honte. Non. C'est alors, une honte chez alors par exemple, dans ses discours, Erdogan magnifie les périodes fastes de l'Empire ottoman. Je ne vais pas lui reprocher. C'est la fierté du peuple turc. C'est la fierté du peuple turc. Nous, on ne va pas se repentir de nos conquêtes. Et nous, on ne va pas se repentir de nos conquêtes. On ne va absolument pas s'en repentir. Alors, la seule chose, c'est que nous, quand on a conquis le monde, déjà, on n'était pas assez nombreux pour, imposer notre civilisation partout. Mais au nom de quoi, finalement, un hindou est parfaitement respectable. Les Chinois le sont tout autant. Et tous les autres peuples aussi. La seule chose, c'est qu'en même temps, si en Afrique on a christianisé beaucoup de monde, le feu vivant de la foi chrétienne chez nous était déjà mort de... Oui, c'est vrai qu'on a converti les autres au moment où on l'a perdu de mourir depuis longtemps. Donc aujourd'hui, nous en sommes avec Erdogan, qui est un personnage qui effectivement a compris parfaitement l'état de ce que j'appelle moi l'Europe carolingienne, c'est-à-dire toute cette Europe occidentale. Cette Europe occidentale complètement dégénérée, complètement en état de putréfaction. D'ailleurs, encore une fois, le mot d'état de putréfaction de l'Europe occidentale, il ne vient pas de moi. Je vais citer le fameux Erbakan. Erbakan qui disait cela, et qui disait cela aussi. Et vous parliez précédemment d'éventuelles erreurs ou de provocations d'Erdogan qu'il aura pu commettre déjà. Alors Erdogan, par contre, il faut... de son point de vue, de notre intérêt évidemment. Nous c'est différent parce qu'il s'attaque à l'Europe, donc c'est sûr que... Donc s'il est remplacé par des gens qui n'ont pas sa qualité et son intelligence, tant mieux pour nous. Malheureusement on n'est pas Age of Empire, quoi. Là c'est tant mieux pour nous. Mais par contre, les migrants djihadistes sont en bas de chez toi. Mais par contre il faut... non mais moi c'est pas au migrant djihadisme que je vais m'en prendre en premier. Oui. C'est à ceux qui l'ont laissé passer. C'est à ceux qui les ont passés. Il faut pas se tromper. Ceux qui vont fusiller des migrants à droite à gauche, je peux très bien comprendre leur exaspération. On comprend très bien, disent personne ne fait rien, mais moi je vais faire quelque chose. Mais ça ne va pas arrêter la machine. Ça n'en est pas pour le moins un crime, quoi. Voilà. Mais d'un autre côté, il faut quand même dire que c'est pas aux migrants qu'il faut s'en prendre, c'est à tous ceux qui les laissent entrer, c'est à nos dirigeants et surtout au magistère qui les met en place. Oui. Voilà. Antiraciste. Bon, voilà. Tout prétendu tel. Alors j'en étais donc... d'Erdogan. On était les provocations d'Erdogan. Erdogan, jusqu'à présent, on peut dire qu'il a fait quasiment un sans faute, et il n'a aucun mérite, puisqu'en face de lui, il a un ventre mou. Oui, ça c'est vrai. Mais bon, il y a quand même des gens parmi la population qui le prennent mal. Ah oui, mais oui, bien sûr. Donc ça peut nous réveiller, il faut qu'il fasse attention, quoi.
ça peut nous réveiller. Il ne faut pas qu'il aille trop loin. C'est Et vrai. actuellement, d'ailleurs, il est tellement sûr de lui, on pourrait dire qu'il a tellement la grosse tête, si l'on peut dire, que ça... J'ai l'impression, oui. Ben oui, les dieux rendent fous ceux qui veulent perdre. Et par exemple, dans l'affaire d'Idlib, en Syrie, bon, on ne connaît pas encore tous les développements puisque nous sommes le 5 mars, mais à mon avis, il a sous-estimé l'habileté de Vladimir Poutine. Il a sous-estimé la résistance des Russes. Et actuellement, on peut dire qu'il est dans une situation difficile. Peut-être qu'il pensait que cette démarche de Vladimir Poutine était un peu hasardeuse et qu'à la moindre façon de se faire allumer par les Américains, Poutine se serait retiré et lui Voilà. aurait eu le champ libre. Et Voilà. ce qui n'est pas ce qui s'est passé. Et c'est pas ce qui s'est passé. Ouais. Donc, tout va dépendre pour la suite de sa politique, de la manière dont il va réagir. Va-t-il avoir la prudence nécessaire pour temporiser, pour patienter, pour reprendre ses forces, pour se reconstituer intérieurement, ou va-t-il continuer une sorte d'aventurisme qui risque de le perdre? Là, il est bien difficile de répondre. On aura la réponse. Et en fait, Dans le prochain épisode. son pistolet n'est pas tant chargé que ça. Hein. Non. Il a 2-3 balles, mais Parce pas que plus que ça. Hein. D'un autre côté, il ne faut pas oublier que si, en 20 ans de pouvoir, il a eu un bilan intérieur social remarquable, il a multiplié le niveau de vie des Turcs je crois, par 3. Oui, mais enfin, il a ruiné la monnaie aussi. Hein. Il a développé une industrie importante, oui, mais la monnaie, ça se redresse. Si on sait faire, ça se redresse, la monnaie. Mais il a développé une industrie importante. Il a quand même fortement développé la Turquie. Mais la Turquie, aujourd'hui, reste quand même, malgré ses 80 millions d'habitants, peut-être d'ici 10 ans, 100 millions, une puissance de second ordre. Oui, oui. Économiquement, ses productions ne sont pas des productions de pointe, mais des productions de matière. De matière et de milieu. Ouais. Hein, l'agriculture, de l'exploitation de vente de produits industriels de gamme moyenne. Le tourisme aussi. Le tourisme. Donc, attention, c'est pas une économie. Si la Turquie veut devenir une puissance de premier plan, il va falloir qu'elle investisse dans les industries de pointe, de haut niveau. Ça peut arriver, mais ce n'est pas sûr non plus. Ce n'est pas sûr non plus, d'autant plus qu'il y a toute cette montée en puissance de ces populations orientales qui n'ont pas véritablement toujours l'esprit industriel. Oui, enfin, ils ont l'esprit de conquête, mais pas celui-là, quoi. Voilà. Donc, à mon avis, il peut étendre sa puissance d'une certaine manière, profitant d'un rapport de force qui peut lui être favorable, au moins pour le moment, vis-à-vis d'une Europe complètement avachie. Quoique la Russie, du coup, en géopolitique, n'est pas forcément de son bord. Et non. Mais, moi, à sa place, je temporiserais. Je temporiserais pas mal. Et puis, en plus, il y a un autre point d'achoppement dont nous n'avons pas parlé, c'est Chypre. Chypre. Oui, l'île. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'île de Chypre, qui certes était peuplée de 200 000 Turcs, 20% de la population en 1974, est coupée en deux. Depuis l'invasion de la partie nord de l'île en 1974. Et faites le compte, l'armée turque a occupé 40% du pays alors que les Turcs n'étaient que 20%. Il y a eu un échange de population. Et on peut dire qu'aujourd'hui, il y a un front entre l'Europe et le monde musulman qui passe par ce qu'on appelle la ligne verte, la ligne Attila. Le territoire grec en première ligne. Après, c'est fini, après, c'est terminé. Voilà. Donc, et ce problème n'est pas réglé. Et aujourd'hui, alors, il y a un conflit qui se pose à propos des pétroles, de la prospection pétrolière et gazière autour de Chypre. Alors, il y a les accords de Lausanne, qui font que la Turquie, légalement, n'a pas le droit de faire des prospections dans ces régions-là, mais... l'envie pourrait lui en prendre. Ah, mais elle a déjà l'envie. Ouais. Elle a déjà envoyé des navires de prospection dans la région. Mais face aux protestations, finalement, de principe de l'Europe occidentale, il continue à avancer ses pions. Alors, effectivement, ces gens-là ne comprennent qu'une chose, ne comprennent que la force. Si nous avions en France, disons,
un Erdogan chrétien à l'Élysée, si nous avions un Erdogan allemand à Berlin, Ça veut dire Au un Bundes- Hitler. disons un patriote allemand, un patriote français au pouvoir, là peut-être que les choses commenceraient à changer et que Ouais, parce qu'on a encore Le- des réserves sur lesquelles se baser. tout de oui, même. le président turc actuel devrait peut-être commencer Revoir ses à mettre de l'eau dans son vin et à réfléchir. Oui. Voilà. Alors à ce moment-là, si malheureusement pour le moment, à vue d'homme, nous ne voyons pas cela, mais si une telle situation arriverait, c'est à ce moment-là que nous pourrions juger si vraiment nous avons affaire à un grand homme d'État ou si simplement nous avons affaire à quelqu'un qui a certes d'énormes qualités, mais qui a des limites. Mais en fait, vous savez, ces dirigeants européens sont tellement lâches, c'est tellement des pleutres, vous savez, des gens. Ils pourraient en fait faire un petit peu comme à la Poutine, c'est-à-dire en fait créer des vagues de communication anti-Erdogan, quitte en fait à lui tailler un short, un pyjama, etc., à lui mettre un nez de clown, C'est pas un pyjama pour en rayé. fait en faire un ennemi public numéro 1. Et dans quel cas, il faudrait aller sauver la démocratie en Turquie, et c'est parti mon kiki, on envoie les forces de l'ONU et puis les États-Unis. Oui, en mais fait, alors le plus amusant. Non, attention, alors, l'ONU, moi je suis absolument pas d'accord de faire intervenir ce machin-là, l'OTAN et tous les trucs dans les affaires. Non, parce que si vous commencez à les appeler, Ah oui. demain, d'autres les appelleront chez nous. Non, tout ça, C'est vrai, il faut surtout pas en entendre parler. Hein. Mais il y a une chose qu'il faut quand même voir, c'est que Erdogan a réussi, grâce à l'Union européenne, à mettre à bas, à faire reculer le pouvoir de l'armée turque, qui était le garant quand même de la laïcité turque, dans les années 2010-2020. Et il a agi merveilleusement. Nous, là, on ne doit pas dire raca à son frère, mais là, on a vraiment affaire à des imbéciles. C'est même pas mes frères, d'ailleurs. Des traîtres. Ce sont des traîtres. Ils ont dit, mais en Turquie, il faut la démocratie, il faut la liberté et tout ça. Ben, Erdogan a dit, pour entrer dans l'Europe, il faut être démocrate. Erdogan a dit, mais parfait, mais moi je vais être démocrate. Allez hop, il a tapé sur l'armée, et à Bruxelles, on a dit, mais oui, très bien, il faut faire rentrer l'armée dans les casernes. Or, l'armée, c'était la seule garante de la laïcité, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'était pas prête elle-même à faire une politique du type d'Erdogan oui, ottoman. mais c'était oui, je vois Mais- ce que vous voulez dire, une bourgeoisie laïcarde. Mais turque, de notre point de vue européen, en gros, on a aidé Erdogan à abaisser la seule force qui pouvait empêcher le développement d'une Turquie musulmane affirmée et revendiquée. Ouais, donc il y a une part de responsabilité. Ouais, Oui. mais ils ont affaire à des mazos. Hein. Ils ont affaire à des mazos. Voilà. Aussi, oui, c'est vrai. Non, mais là, Jour de mort et tout ça. voilà, bon, mais là, je pense que la charité me recommande d'arrêter D'aller plus loin. me recommande de taper sur ceux qui se prétendent être nos dirigeants. Et alors, dans tous ces courants un peu turcs, on a vu le patriotisme un peu laïcard, l'islamisme qui revient avec Özal en 1983, ça a commencé là avec les confréries. Oui. Et il y a aussi le pan-turquisme, vous me dites, qui peut être encore un troisième courant. Alors, le pan-turquisme, effectivement, C'est autour de la langue, c'est plus une politique oui, linguistique. ou même ça. le pantouranisme, puisqu'on parle Ouais. de langue touranienne, Donc autour celle du turc. Les langues touraniennes, d'ailleurs, qui s'étendent même au hongrois. D'accord. Ce sont des langues agglutinantes, c'est-à-dire que vous rajoutez toujours des suffixes pour former les mots. Ce sont des sortes de cas, mais vous rajoutez des suffixes. À ceci près que la langue turque n'a cessé, disons, de se modifier au fil des ans en éliminant progressivement les mots arabes et en réintroduisant des mots d'origine touranienne. Le processus est d'ailleurs pas Ah, fini. ils se sont Oui, c'est- turquisés dans la langue encore Oui, plus. et ça a commencé depuis Atatürk. hein. Et je sais que chez les Allemands aussi, ils ont des langues, ils ont des mots qui sont très romanisés. Et si on est un peu cultivé, on arrive à utiliser Voilà, les oui, mots oui, oui. typiquement Il y a eu allemands. aussi un effort du même type C'est ça, en Turquie, ouais. en Allemagne. Enfin, en Allemagne pour le et en coup, ouais. Turquie. Et effectivement, vous avez des populations turques qui vont aujourd'hui, depuis en gros le Bosphore, jusqu'au Xinjiang en Chine. Ouais.
vous avez donc la Turquie, vous avez l'Azerbaïdjan, vous avez le Turkménistan, vous avez le Turkestan, ben ça ce sont des noms bon. Vous avez le Turkestan chinois qu'on appelle le Xinjiang, les Ouïghours aujourd'hui, qui d'ailleurs font l'objet d'une véritable politique à la fois de colonisation et de répression de la part du gouvernement de Pékin. Oui. Mais vous avez ce qu'on appelle une union pantouranienne. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 1919, un des chefs des jeunes Turcs, Talat Pacha, non pas Talat Pacha, enfin, le nom vous qui, échappe. oui, était parti en Asie centrale pour réveiller les populations turques et les travailler pour provoquer une révolution turque. Et il est mort assassiné là-bas. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Et depuis 1991, depuis la disparition de l'URSS, il y a tout un mouvement de panturquisme, une union panturquiste culturelle qui s'est créée à l'initiative de la Turquie, d'un bout à l'autre de l'Asie centrale. Donc là, vous avez aussi une autre dimension géopolitique extrêmement importante, d'autant plus importante que parmi toutes ces populations d'Asie centrale, la démographie est d'une importance sans commune mesure avec le déclin démographique que nous connaissons en Europe, et même en Russie. En Russie, si la politique nataliste de Vladimir Poutine est louable, pour l'instant, elle n'est pas très efficace. Si elle était, mais elle n'arrive pas, disons, à combler l'absence. À combler le déficit, alors que dans toutes ces provinces-là... ça marche, oui, tout de suite. Ouais. Et d'ailleurs, ce que les Russes appellent eux-mêmes les Noirs, les Tchorny, il y en a plus de 10 millions que Poutine a laissé entrer en Russie. Ce que les nationalistes russes reprochent d'ailleurs à Poutine. Alors là, vous avez toute une dimension géopolitique de populations qui peuvent atteindre 200, 300, 400 millions d'habitants si la démographie continue à prospérer, dont il faudra tenir compte. Ouais. Ah, c'est un peu comme pan-germanisme qui peut s'élever au-delà des frontières. Voilà. Tout ça, oui. Donc, ça a une certaine réalité. Quoi. Voilà. Alors donc, si on fait une prospective, il faut penser aux dangers que cela représente pour l'avenir. Alors non pas pour l'Europe occidentale, qui a déjà assez à faire avec la Turquie d'Ankara, mais par exemple pour la Russie. Pour la Russie qui a affaire avec toutes ces populations. Même les Kazakhs peuvent s'y rattacher, peuvent faire attention à toute cette population. Faire un retour vers leurs origines. Et voilà. Après, chez nous, les révolutions que ça peut provoquer peuvent créer une émulation d'énergie telle qu'on peut repartir très vite. On ne sait pas quelle mesure ça peut... On ne sait pas. Chez nous, aujourd'hui, nos régimes paraissent solides, mais sont beaucoup plus fragiles qu'on ne le pense. Ouais. Bon, vous voyez, par exemple, toutes les... La crise gilet jaune a fait très peur. La crise gilet jaune a créé une fracture supplémentaire, mais extrêmement importante. Au sein de... Ça a coûté au pouvoir beaucoup, oui. Voilà. Mais en gros, ça marque une chose. Entre la France enracinée et la France réelle, et puis la France rognée, déracinée, enfin, peut-être que je résume un peu trop vite, parce que je pense que parmi ceux qui ont soutenu Macron, il y en a encore qui sont attachés à notre pays, mais qui à la France ont une tradition, mais qui n'ont pas toutes les lucidités pour voir les... Oui, mais enfin là, c'est de la naïveté, c'est péché, ça peut être péché aussi, par naïveté. Mais voilà, mais disons que nous avons tous ces gens-là, non mais il ne faut pas jeter la pierre, il y a toujours des gens qui sont récupérables, je veux dire. Mais sauf une petite minorité qui véritablement est idéologique, et d'ailleurs ce qui les perdra, c'est qu'ils sont idéologiques, c'est-à-dire que l'idéologie, c'est refuser de voir la réalité telle qu'elle est, mais de considérer que la réalité doit se plier à la manière dont on veut qu'elle soit. C'est ça, donc c'est du bricolage. Voilà. Mais vous avez donc ces fractures-là, vous avez les fractures donc démographiques, ethniques, vous avez les risques de crise économique mondiale, qui, bon, tout le monde en parle maintenant, c'est presque devenu une banalité de le dire, mais il est vrai que ça arrivera, tôt ou tard, parce qu'on ne peut pas continuer à vivre continuellement sur un système totalement déstabilisé, avec une montagne de dettes qui n'a pas de répondant en face d'elle, surtout avec toute l'économie, ce qu'on appelle l'industrie financière, c'est-à-dire toutes ces masses d'argent spéculatives.
il y a en plus une chose à laquelle jusqu'à présent on n'avait pas trop pensé, mais qui se présente aujourd'hui, c'est-à-dire une crise virale internationale, une pandémie. Alors bon, vous aviez déjà eu le SRAS en 2003. Alors le SRAS avait été limité, si l'on peut dire, parce que finalement, il tuait très vite. Si vous avez un virus rapidement mortel, il se propage moins vite qu'un virus qui l'est moins, puisqu'évidemment la contamination touche plus de personnes. Alors le Covid-19 que nous avons aujourd'hui... Une vingtaine de jours d'incubation. Voilà. Alors ça peut durer... Ça peut durer. C'est une très forte grippe, à mon avis, à un moment ou un autre, l'affaire va se calmer, même si l'économie mondiale aura connu un avertissement. Mais ultérieurement, il peut arriver une épidémie, une pandémie beaucoup plus importante et qui bloque l'économie internationale. Vous avez le renchérissement des coûts du pétrole qui peut se produire. Aujourd'hui, vous avez le fuel qui est donné, le gazole qui est donné aux navires, qui est totalement détaxé, qui ne coûte 3 fois rien, et qui permet ce commerce international, à dessein d'ailleurs. Mais si du jour au lendemain, pour une raison ou une autre, il vient à renchérir, le commerce international va perdre de son intérêt. Vous allez avoir des conséquences énormes. Donc, le monde dans lequel nous sommes est extrêmement fragile. Il y a plein d'éléments qui nous font conjecturer que finalement, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est peut-être beaucoup plus instable que nous le pensons. C'est vrai que le coronavirus, avec des choses comme ça, on voit et le commerce internationalisé, il suffit qu'il y ait un pays qui contracte une maladie, finit par se diffuser. Et puis là, en plus, on a transformé la Chine en producteur textile, de ce dont nous avons besoin. Donc finalement, si la Chine n'approvisionne plus, bientôt on marchera nu-pied avec des rayons. 80% des fertilisants du sol qui sont réservés donc à l'agriculture, qu'elle soit pour l'agronomie, etc. 80% donc des fertilisants de sol sont fabriqués, si vous voulez, ils sont enrichis, ils sont fabriqués en Chine. Ils sont fabriqués en Chine. Donc ça, c'est terriblement imprudent. Comme l'histoire des terres rares. L'histoire des terres rares, on en trouve partout. Mais alors non, la seule chose... exactement, on en trouve... C'est vrai qu'il y en a au Pérou, je crois, il y en a en Chine... mais comme elles n'étaient pas assez rentables ailleurs et trop polluantes, on a laissé la Chine se débrouiller avec. Résultat, c'est la Chine qui aujourd'hui détient quasiment le monopole. Oui, elle a le monopole. Bon, messieurs, on s'est un peu écarté. Oui, en fait... mais enfin, on a élargi, mais finalement... on a élargi sur l'Asie. On a élargi sur l'Asie. C'est vrai que ça fait partie du monde asiatique, mais c'est le début. L'Europe reste une forteresse assiégée, et aujourd'hui vous avez qu'on avait fait. Mais vous avez un assiégeant de choix, si on peut dire, qui s'appelle Erdogan, et le monde européen aujourd'hui est extrêmement malade. Surtout parce qu'il l'a en interne. Oui. Voilà, c'est une maladie que nous avons en interne. Extérieur, ça va, mais... Non, mais c'est une maladie en interne. En tout cas, on l'a bien vu dans le sujet, vous avez traité même avec l'histoire. La Turquie et l'Europe, c'est une longue histoire, et il y a quand même une relation très conflictuelle. On va dire Erdogan, finalement, ne vient pas de nulle part, quoi. Erdogan ne vient pas de nulle part, non. Ça, c'est ce qu'on pourra retenir, c'est certain. Voilà, mais ce sont des gens, les Turcs, qui savent d'où ils viennent et ils savent où ils veulent aller, alors que chez nous, en Europe, la plupart des gens ne savent plus qui ils sont, d'où ils viennent, et surtout ne savent même pas où ils veulent aller. C'est une voie de conséquence, presque. Peut-être l'été prochain sur une plage. Et puis après, on verra. Voilà, dynamité par un migrant envoyé par Erdogan. Merci Monsieur Gandillon. Oui, on peut envoyer les recommandations après. Ah oui, tout à fait, parce qu'il faut s'abonner à la revue, évidemment. Et puis, quand vous étiez en train de parler tout à l'heure, je me régalais parce que je pouvais admirer aussi en fait les cartes. Parce que vous avez commenté tout à l'heure, mais on peut faire remarquer que dans le dossier qui concerne la Turquie, vous avez une carte des populations turques installées en Europe. Vous avez ici, une carte qui indique toutes les populations musulmanes venues dans l'Empire ottoman. Vous avez la crise pétrolière à Chypre extrêmement importante
qui détaille les zones comme en général on ne les trouve pas. Ah oui, c'est Voilà. oui, d'accord. Et l'histoire d'un pipeline, d'un oléoduc qui doit permettre d'évacuer tous ces pétroles, tous ces hydrocarbures vers l'Europe et qui pose aussi des problèmes géopolitiques. Et là, ici, une carte qui indique clairement le différentiel le différentiel démographique au sein de la Turquie. Les zones les plus blanches sont celles qui ont la démographie la plus faible, c'est-à-dire donc, comme je l'ai expliqué tout Et la à plus l'heure, laïcisée la d'ailleurs. plus laïcisée, donc ceux qui regardent vers l'Occident, et les zones les plus fortes, celles qui regardent vers l'Orient, avec un dégradé très net. Très net. Ouais, c'est vrai. Ah oui, Là, comment il se voit. tu te prends un sbel, là. Ouais. Voilà. Alors, pour les abonnements, les recommandations, et après, on termine. Alors, pour les personnes qui sont intéressées par notre revue, qui a maintenant 52 ans d'existence, ils peuvent s'abonner pour un abonnement d'essai à 25 € pour 6 mois, un abonnement normal de 59 € pour l'année, 11 numéros, renforcé 82 €. Ils peuvent s'adresser à la revue, soit par Internet, en tapant sur leur ordinateur revue-militant.fr, ou par D'ailleurs- courrier postal, militant, boîte postale 154, 75 463, Paris CEDEX 10. D'ailleurs, sur ce même site internet, on peut suivre du moins les éditoriaux qui sont mis en ligne de chaque numéro. Et après, pour le reste des dossiers et des articles, évidemment, il faut s'abonner. Voilà, et en général, aux alentours du 20 du mois, paraît l'éditorial, et puis un article mois. du mois, et un article significatif de la revue. C'est ça. Très bien, merci à vous, monsieur André Gandillon, et à la Merci prochaine. Florian. Oui, Merci Jean. Oui, merci, à bientôt. Merci Jean. À bientôt.